Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Pardon, j'arrive. Alors, bonjour et oui, merci d'être ici. Je vais garder ma distance avec vous et avec le bord de la scène. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci aussi aux gens qui sont avec nous à la maison ou d'où vous soyez si vous écoutez en diffusion simultanée. Je me présente, Vanessa Bell, c'est moi qui aurai le plaisir donc d'accompagner les 4 panélistes ce matin et d'animer cette rencontre intitulée « La création transformée de l'intérieur ». Je prends un tout petit moment pour vraiment nous mettre en contexte et aussi faire des remerciements d'usage. Donc, c'est une discussion d'1 heure qui est suivie d'un 15 minutes de questions du public, donc public dans la salle. Merci beaucoup d'agripper des moments et de poursuivre la discussion avec nous par la suite. Je tiens à souligner aussi que cette table ronde est présentée par l'Association nationale des éditeurs de livres en collaboration avec l'Union des écrivains et écrivaines québécois et en partenariat avec le festival, bien sûr, Québec en toutes lettres. Je remercie également BCF Avocats d'affaires, partenaire présentateur des entretiens et des journées de réflexion. Donc, ceci étant fait, je vous présente les 4 panélistes et ensuite on se lance dans le vif du sujet parce qu'ils ont des œuvres extraordinaires à leur actif et des réalisations tout aussi merveilleuses. Donc, Myriam Caron-Belzile, on commence avec toi. Je peux te tutoyer? Tu es à l'aise, fantastique. Donc, Myriam Caron-Belzile est éditrice, oui, bien sûr, ferrée au métier et passionnée par l'écosystème du livre, qui s'intéresse à ce qui s'y crée, à ce qui s'en dit et aux façons d'y innover. Active depuis 2008 dans le milieu de l'édition, d'abord chez Québec Amérique et depuis 2018 à titre de directrice littéraire des éditions XYZ. Elle a œuvré à l'accompagnement éditorial d'une vaste gamme de projets, du guide pratique au roman noir, c'est peut-être mon moment préféré de ta bio, en passant par le recueil de récits de voyage et le texte de théâtre bonifié de réalité augmentée. Donc, on demande, faut-il s'étonner qu'elle soit emballée par la tendance grandissante en faveur de la porosité des genres? Chez XYZ, elle se consacre avant tout à l'édition de fiction, nouvelles et romans, et d'essais, récits et textes de réflexion, avec une prédilection particulière pour les thèmes de l'identité, du rapport au territoire et des possibles qu'il est possible de façonner à partir de ces variables. Myriam Caron-Belzile, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est pas de ma faute, mais ça me fait vraiment plaisir qu'on t'ait invité. Je poursuis avec Roxane Desjardins, écrivaine et éditrice. Roxane Desjardins est donc directrice générale des éditions Les Herbes Rouges, autrice de 3 livres et co-directrice de l'anthologie La Poésie des Herbes Rouges, magnifique anthologie qui célèbre les 50 ans de la maison. C'est pas écrit dans la bio, ça c'est moi qui ajoute. Elle travaille une thèse de doctorat en recherche-création à l'Université de Montréal. Merci d'être là, Roxane. Merci, Vanessa. Je trouve ça fascinant parce que vous êtes dans le bon ordre de mes présentations. Et donc, Louis-Carl Picard-Sioui, originaire de Wendake. Louis-Carl, donc, tu es écrivain, poète, performeur et commissaire en arts visuels, aussi cofondateur et directeur de Kwayatonk, une OBNL entièrement dédiée au développement et à la promotion des littératures des Premières Nations. Depuis 2005, tu as publié de nombreux ouvrages, tant en fiction, en jeunesse qu'en poésie. Ton dernier recueil, Les Visages de la Terre, est finaliste au prix littéraire du gouverneur général en 2020, catégorie poésie. Félicitations, c'est extraordinaire. Merci. Et tu développes présentement différents projets dans ton univers fictif. Là, je ne sais pas comment le prononcer. Kitschike? Non? Oui? D'accord. Pardon, je m'excuse, j'aurais dû valider ça avant qu'on soit sur scène. Dont un second recueil de nouvelles et un livre de poésie. Et là, il y a vraiment pire, Iris, puisque cette deuxième version de mes feuilles ne contient pas ta bio. Et là, j'en suis vraiment tout à fait... Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est juste qu'on n'était pas dans l'ordre pour de vrai. Ah, t'es fantastique. Attends, laisse-moi retourner. Excuse-moi d'avoir zioté. Ben non, c'est... Ah oui, je te vois. Oui, ah. je suis là.
Pas de stress. Tu sais, quand on dit rediffusion, puis après ça, sur la chaîne Facebook, tout ce moment sera marqué où j'ai failli ne pas pouvoir dire qu'Iris, tu es diplômée du baccalauréat en bande dessinée de l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, tu déménages à Montréal en 2007 et depuis, tu te consacres principalement à la bande dessinée, l'illustration et la scénarisation. Iris a également publié des dizaines de livres et tout autant de fanzines, pardon. Ces livres, donc, abordent souvent les mêmes thèmes, le quotidien, la vie urbaine, les malaises des interactions sociales, l'amitié. Donc, c'était une bio qui était tout indiquée pour être la dernière. Iris, merci d'être là. Merci. Je reprends mes esprits. Donc, je débute avec une première question pour vraiment mettre la table et ensuite, je répète que vous pouvez vous relancer entre vous, bien sûr. On est là en toute amitié, mais aussi pour apprendre à mieux connaître et démystifier parfois aussi le travail d'éditeur, d'éditrice, aussi d'auteur, d'autrice. Et donc, on dit parfois que de fortes expériences, bien sûr, vont changer notre façon d'agir, de penser, de créer, de communiquer. Et on se demande, tour à tour, peut-être si vous pouvez nous dire, est-ce que les 18 derniers mois ont été un lieu fécond, un lieu de transformation ou un lieu de continuation simplement dans ce qui vous anime? Roxane, je sens que tu brûles d'aller en premier. Merci, Vanessa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Les deux, c'est-à-dire continuation certainement. J'ai d'ailleurs plusieurs fois dû répondre malheureusement par la négative à la question « As-tu fait des pastels de nata pendant le premier confinement? » La réponse est non. J'ai fait vraiment beaucoup de paperasse. Donc, le travail en édition s'est jamais arrêté. On a, en fait, quand le premier confinement a frappé, on était en train de terminer les livres de la saison. Il y avait des livres qui étaient imprimés, qui allaient arriver en librairie. Et on avait d'ailleurs Noctiluc, le premier recueil de Marie Saint-Hilaire-Tremblay, qui est une autrice de Québec, qui était carrément chez l'imprimeur et qui a été livré aux librairies juste à temps, pour le moment où les librairies ont fermé. Donc, ça a été énormément d'incertitudes, mais pas d'arrêt. Puis, en fait, ce qui a changé, beaucoup de choses ont changé, et pour moi, c'est vraiment difficile de considérer la pandémie isolément parce qu'il y a aussi eu d'autres événements qui sont arrivés en même temps. Moi, dans les 18 derniers mois, je suis aussi devenue directrice générale des Herbes Rouges. J'étais directrice adjointe auparavant. Et donc, ça a été comme un gros crescendo de plus de charges administratives à mon travail qui était déjà de la direction littéraire, de la coordination de production, mais il y a ça qui s'est rajouté et qui fait un quotidien, je dirais, encore plus chargé et qui m'a porté aussi, et ça, c'est l'autre chose qui a été vraiment, je pense, une révélation pour moi pendant la pandémie. J'ai eu besoin d'aide. J'ai eu des questions à poser et la pandémie a eu ceci de formidable que beaucoup d'entre nous avions des questions et des problèmes. Et là, bien, premièrement, je trouve que, je ne sais pas si tu as vécu ça de la même façon, Myriam, mais ça, c'est comme devenu, dans les relations professionnelles, plus évident que tout le monde avait des problèmes. Le quotidien s'est vraiment invité dans le travail, ce qui a fait que, alors qu'habituellement, tout le monde est un peu, en tout cas dans mon expérience, un peu pudique ou tu sais, que tout le monde délimite bien la vie personnelle de la vie professionnelle, à ce moment-là, c'était plus possible. Donc, il y a l'espèce d'honnêteté qui est arrivée et qui était, tu sais, quand je dis oui pour la continuation, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé important de délimiter la vie personnelle et la vie professionnelle, mais d'un autre côté, je ne voulais pas vraiment non plus adopter la perspective qui était plus courante chez la génération qui nous précède d'éditeurs, qui étaient plus des hommes, et pour qui c'était donc plus facile, n'est-ce pas, de diviser leur vie personnelle et leur vie professionnelle. J'avais pas envie non plus de travailler en faisant semblant que j'étais juste une éditrice, en fait. Et donc, le contexte m'a permis d'adopter cette honnêteté qui était importante pour moi, qui veut pas dire non plus que comme je beurre ma vie personnelle dans toutes mes interactions, mais juste qu'il y a peut-être une petite douceur qui s'est ajoutée. J'ai senti qu'il y avait plus de compréhension chez toutes les personnes. Je pense à
la représentante de notre imprimeur, Céline, on se parle au téléphone tellement souvent depuis la pandémie, puis il y a tellement eu de problèmes, tu sais. On est cordial, même si on a des problèmes, même s'il y a des accrochages ou des soucis. Bon, en ce moment, il y a une pénurie de papier, comme vous savez sûrement. Ça nous oblige à tout refaire nos échéanciers, mais on s'en va pas chier pour autant. Hein. Puis ça, c'est vraiment un ajout précieux. Puis l'autre élément, c'est le besoin d'aide. Alors, l'ANEL a vraiment bien réagi au tout début de la pandémie. Les éditeurs et éditrices, on a eu accès à des services de consultation, en fait, qui m'ont permis d'avoir des réponses à mes questions pour comment gérer toutes ces nouvelles subventions. Comme c'est bien beau, la subvention salariale d'urgence du Canada, puis est-ce que quelqu'un arrête de travailler puis se met sur la PCU? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment on va écrire ça dans une demande de sub après? Comment on va dire, ben moi, je sais pas, là, j'ai quelqu'un qui a une subvention de stage en ce moment, je peux-tu le mettre sur la PCU ou comment on fait? Et ben, j'ai découvert que quand on demande de l'aide, on en trouve souvent et que c'est pas vraiment une manifestation de vulnérabilité. Il y a une solidarité qui s'est vraiment mobilisée. Autant, c'est ça, chez les consultants qui nous ont été proposés par l'ANEL, qui ont été vraiment... J'aimerais saluer Stéphane Labbé, qui nous a vraiment beaucoup aidés, puis avec qui on a fini par travailler pour le transfert de direction. Mais toutes sortes de questions que j'ai pu poser à d'autres éditrices, d'autres éditeurs. Comment vous démerdez avec ça? Vous, allez-vous en sortir des livres au mois de juin? Vous, quand les librairies vont rouvrir, on fait-tu comme une autre rentrée littéraire en ce moment? Puis j'ai senti que ce pouvoir de concertation était vraiment très motivant et me permet de mieux faire mon travail en cohésion avec mes valeurs. Donc, je dirais ça pour commencer, pour remercier la pandémie. C'était tough, mais c'était tough pour tout le monde. Et, très, 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 très beau ce que tu dis dans l'idée d'avoir et de demander de l'aide, mais de se révéler aussi. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, puis de voir que peut-être la forme de solidarité sociale qu'on a connue aussi en tant que citoyen, citoyenne, elle se prolonge aussi par-delà dans le domaine du travail. Myriam, est-ce que c'était de ton côté le même son de cloche? Est-ce que tu as vécu ça de la même manière chez XYZ? Bien, la première chose que je peux dire, c'est que comme Roxane, ça s'est pas arrêté. On n'a pas pu dire, bon, alors prenons un temps d'arrêt, réfléchissons à comment, dans ce contexte, on veut transformer nos pratiques. D'abord, on n'a pas eu d'horizon clair pendant les premiers mois, voire la première année. On se demandait, est-ce que c'est fermé 2 semaines? Est-ce que c'est fermé 1 mois? Est-ce que c'est fermé pour toujours? Donc, il fallait être dans l'agilité, dans la réaction, dans l'écoute, dans la communication. Fait que, oui, je suis d'accord aussi avec Roxane, il fallait se parler avec franchise. Il fallait se le dire. Tu sais, moi, j'ai des collaborateurs, des collaboratrices qui me disaient, ben écoute, moi, mon enfant ne peut pas aller à la garderie, je ne peux pas travailler. Tu sais, sorry. Puis il fallait travailler ensemble comme ça en se le disant. Ou oui, OK, on va faire un Zoom, mais derrière moi, il y a mon chum qui travaille aussi. Puis tu sais, mon enfant qui va à l'école. Il faut accepter ça là, dans notre réalité. Et c'était pas négociable. Tu sais. Puis tout le monde acceptait ça que oui, on va faire du mieux qu'on peut avec la donne qu'on a. On essaie d'avancer. Solidarité, oui. Ouverture, oui. Mais quand même, moi, je trouve que ça a été peut-être un peu long, peut-être si je l'ai vécu différemment à ce niveau-là, avant qu'on se parle avec franchise de « mais c'est parce que c'est pas le fun ». C'est vraiment difficile, c'est pas agréable, tu sais. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien récemment, là, quand on a pu recommencer à aller un peu dans des événements, d'autres maisons d'édition, rencontrer d'autres éditeurs, puis d'avoir ces conversations-là informelles. C'est pas sur Facebook, j'ai pas ça, moi. Sur Messenger, là, je parle pas à d'autres éditeurs pour dire t'y arrives-tu, toi? Mais en personne, quand on se voit à nos tables de vente, bien, on se le dit, tu sais, où on se dit hey, il va falloir que je monte les prix de mes livres à la prochaine saison. Le prix du papier a tellement augmenté, j'ai pas le choix. Ben oui, moi aussi, on est là-dedans. Ça fait chier. Ouais, je sais. Ça fait du bien, ce contact-là humain. Puis ça, on l'a pas eu pendant la première année. C'est plus récent que j'ai de nouveau accès à ça. Donc, à ce niveau-là, oui. Moi, l'image que j'avais trouvée pour en parler, c'est avant, on courait un marathon pour faire nos saisons. Puis maintenant, c'est un marathon avec des haies. Donc, on y arrive pareil, on a la même chose à accomplir, mais il faut qu'on saute. Puis, il faut qu'on trouve du souffle pour le faire jusqu'à la fin. Il y a la question de la porosité aussi que tu as abordée. Le fait de travailler de la maison, ça faisait aussi en sorte que les lignes étaient plus ténues. Est-ce que c'est correct d'écrire sur Messenger à tes collaborateurs? Est-ce que c'est correct d'envoyer des textos pour dire « je vais t'appeler » qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Comment on communique entre nous? Où on la place, la ligne? Je quitte pas le bureau puisque le bureau est chez nous. Fait qu'à 5h15, tu t'essayes encore à m'appeler. Il y avait des porosités comme ça qui ont été qui sont pas complètement réglées, j'ai l'impression.
puis qui vont demeurer des sujets importants à traiter pour tout le milieu du livre, là, comment on fait ça, puis comment on respecte ces espaces-là, du personnel, puis du privé, puis du professionnel. Mais il y a eu beaucoup... J'ai ressenti plus que jamais, en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice, on est là aussi pour faire preuve d'empathie dans l'accompagnement avec nos auteurs. Et là, il fallait plus que jamais poser la question. Faire le check-in au début de nos réunions, puis au début de nos conversations pour dire comme, t'arrives dans quel état? Es-tu correct? Puis prendre le 20 minutes, puis prendre le une demi-heure, puis le 40 minutes s'il faut, parce que ta mère, elle vient de rentrer à l'hôpital, pour en parler. Les gens en avaient besoin de ça, fait qu'on l'a fait peut-être plus. J'espère que ça va rester. Là. Je télescope sur une des questions de la fin, mais prendre le temps de se poser ces questions-là puis de dire, ben ça vaut la peine. Là. Ouais. Je pense que vous touchez toutes les deux à plein de choses qui sont vraiment, vraiment importantes d'adresser, effectivement, sur la question de la solidarité, puis aussi maintenant la proximité ou l'intimité qu'on a avec des collègues qu'on n'aurait pas eu dans un autre contexte, évidemment, et d'adresser ça parce qu'il y a beaucoup de réunions, puis je pense que ça, on l'a tous et toutes vécu, qu'on ait des familles ou pas. Il y a beaucoup de réunions qui se sont déplacées en soirée, la fin de semaine, au moment où finalement les enfants sont couchés ou au moment où tu as fini ta première journée de travail. Et ça sera peut-être une des réponses, je sais pas, Iris, je serais curieuse de t'entendre sur quand tu as fini ta journée de travail, est-ce que tu commences ta journée de création? Donc, je te lance peut-être même tout de suite cette question-là, comment ça s'est passé aussi, parce que oui, les éditeurs ont vécu, les éditrices ont vécu quelque chose, mais chez les auteurs et autrices, ça veut aussi dire une autre résonance dans l'horizon de travail du temps. Ben moi, lors du premier confinement, ou en tout cas quand la pandémie s'est déclarée, moi, j'ai tendance à être plutôt fataliste puis anxieuse dans la vie, puis j'étais comme, bon, ça y est, c'est fini. Comme il n'y aura plus de livres. Je sais pas, je voyais que bon, je pourrais plus être autrice, là, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien faire d'autre. Fait que, il y a eu ce moment de panique-là. Puis je suis contente de voir qu'il y a des éditeurs ou des éditrices qui comprennent le côté humain peut-être de ce travail-là, puis qui prenaient le temps de rassurer ou du moins discuter avec leurs auteurs, parce que c'est pas tous les éditeurs qui font ça. Puis moi, ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que je suis déjà quelqu'un qui travaille beaucoup toute seule. Le métier d'auteur de bande dessinée, c'est beaucoup un métier solitaire. Puis moi, je travaille toute seule de chez moi. Je vais pas dans un atelier pour travailler. J'habite toute seule. Puis d'habitude, ça me plaît pas mal. Je suis quelqu'un qui aime être dans sa caverne, mais j'en ai beaucoup souffert pendant le confinement parce que là, c'était comme trop. Là. Parce que d'habitude, je travaille toute seule, puis ensuite, je vois des amis, mais là, on pouvait plus. Fait que ça a beaucoup affecté ma création, puis je manquais d'inspiration à cause de ça. Là, ouais. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Hier, il y avait justement Christian Guay-Polquin qui était sur cette même scène et qui disait que pour la création, c'était une évidence pour lui qu'il y avait le besoin de l'autre dans la discussion, mais l'autre aussi dans ce qui peut t'apporter justement au niveau de la créativité. Donc, j'entends bien ça. Est-ce que je me permets une question, puis j'ai envie de te la poser plus large parce que, bon, évidemment, l'idée n'est pas non plus d'étaler ton intimité devant les gens ici, mais est-ce que tu sens que tranquillement, il y a un retour vers quelque chose de plus confortable? Est-ce que tu penses que cette créativité est-ce que vous pensez que cette créativité-là, qui a été un peu, des fois, mise à sec, elle redevient vers quelque chose, une terre féconde, pour filer la métaphore? Ben, je sais pas. Moi, peut-être, vas-y. Non, moi, je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est sûr que je trouve que c'est illusoire de penser que, voilà, on est en reprise, c'est fini, on repart comme si de rien n'était. C'est tout à fait illusoire. Écoute, j'étais comme toi au niveau de l'inspiration. J'avais 2 gros projets à livrer. Mon deuxième tome de Kitschké, j'aimais ma pièce de théâtre aussi. Évidemment, le théâtre, on ne savait pas si ça allait être joué ou pas, si ça allait être repoussé. Finalement, on décide de le filmer. Finalement, l'échéancier n'a pas bougé, puis j'étais en panne totale d'inspiration pour les mêmes raisons qu'on a évoquées. Mais au-delà de ça, il y a la fatigue. Il y a la fatigue qui s'est installée, puis ça va prendre des années, en tout cas pour moi, ça va me prendre des années avant de retrouver le souffle que j'avais avant. Pour les raisons évoquées aussi par vous, mesdames, là, le fait de travailler à la maison, qu'on n'a plus vraiment d'horaire, toute l'émotivité qui vient aussi, nos sauts d'humeur ou nos états d'âme, les hauts et les bas liés à ça. C'est pas vrai qu'on peut faire semblant que, voilà, c'est fini, on restart. Là. En tout cas, moi, j'y crois pas, puis en fait, je trouve ça dangereux.
de faire semblant qu'au niveau humain, il ne s'est rien passé, puis qu'on n'a pas encore de la guérison vous voyez, à aller chercher là, avant d'être capable de reprendre un second souffle. Puis, ça nous mène à une autre question, disons, qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais qui a été accentuée avec la pandémie. En tout cas, c'est la question aussi, au-delà de la création, quand on parle d'édition, ou en tout cas, moi, dans l'événementiel, c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre et du besoin de décroissance, qui, pour moi, est fondamentale. On entend certains politiciens blâmer la PCU et les autres mesures pour c'est de la foutaise. On s'entend, ça fait 10 ans que c'est annoncé par tous les économistes. C'est juste que la pandémie est venue accroître ça. Donc, on ne peut plus garder ce rythme-là du bigger, better, faster, alors qu'il y a moins en moins de gens sur le milieu du travail et qu'en plus, on est tout exténué dû à la pandémie. Il faut être réaliste et il faut penser à nous individuellement, mais à nous en tant que société, puis en tant que milieu aussi, si on revient au littéraire. Ça, c'est important, puis c'est fondamental pour moi. Je trouve ça super intéressant à plein de niveaux, ce que tu évoques, et j'ai envie de revenir sur une chose. Tu as parlé d'une pièce de théâtre, donc, qui est devenue filmée. Ce qu'on peut présumer, peut-être une autre écriture, une écriture scénique qui n'est pas la même sur scène que pour la caméra. Et donc, il y a ça qui est intéressant, qui concerne le métier d'auteur-d'autrice, mais après ça, tout le monde est devenu, à une échelle différente, un peu un petit diffuseur aussi. Parce que tout à coup, les lancements se sont faits en ligne, parce que tout à coup, ce qui devait être une lecture publique devenait un vidéo-poème. On a tous et toutes dû faire ça, et on dirait que j'ai envie de vous entendre sur cette question-là, parce que, bon, Louis-Carl, tu es auteur, oui, mais tu es aussi, donc, directeur du Salon du Livre des Premières Nations, mais individuellement, et même à titre d'auteur et d'autrice, on a dû s'inventer des manières d'apparaître à l'écran qui ne sont pas du tout nécessairement inhérentes à notre métier. Roxane a quelque chose à dire là-dessus. J'ai vraiment envie de vous entendre sur cette question-là. C'est deux grosses questions. Je pense que j'avais juste une face à faire. Fais-la, s'il te plaît. Mais je voudrais saluer les gens à la maison parce que on a la chance d'avoir des vraies personnes à qui s'adresser aujourd'hui. C'est exceptionnel. Et, mais je reconnais le besoin et je reconnais même à quel point c'est pratique en ce moment qu'on soit diffusé sur Internet. Mais je peux dire aussi que je suis plus là en tant qu'éditrice aujourd'hui, mais autant en tant qu'écrivaine dans toutes mes activités publiques. Et ça commençait déjà avant le début de la pandémie. Tout arrive sur Internet. Je ne veux vraiment pas savoir combien d'images de moi existent quelque part dans le fin fond de YouTube et je vais toujours dire oui et je vais jamais aimer ça. Je trouve ça vraiment difficile. Parce qu'on est dans une relation en ce moment. Comme Louis-Carl m'a fait des regards à travers le plexi, puis il a beau y avoir un plexi comme on se sent, là. Puis à la maison, vous nous sentez peut-être, mais je suis désolée, c'est pas exactement pareil. Puis en différé sur YouTube, ça sera pas exactement pareil non plus. Alors ici, on est une journée où il fait super froid puis super soleil à Québec. On a probablement tous et toutes dormi, en fait, je sais pas où est-ce que vous vivez. Moi, j'ai dormi à l'hôtel. C'est extra inhabituel. Puis on est dans ce contexte d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais peut-être penser à autre chose. Fait il y a ça, certainement. Mais Louis-Carl, je serais curieuse de savoir si ça a changé ton écriture. Je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'ai écrit... on revient à l'Enclos de Wabush, qui devait être joué en mars dernier, donc en mars 2021 à Montréal. C'est une coproduction du Nouveau Théâtre expérimental et de Ondinoc. Moi, je l'ai écrit pour la scène. Je ne l'ai pas écrit pour le film. Bien sûr que ça aurait dû être écrit pour le film, mais on ne savait pas, puis c'était pas ça. C'était pas ça le deal. Puis, tu sais, j'ai un énorme respect pour les producteurs, tu sais, puis ils ont fait ce choix-là parce que sinon, qu'est-ce que ça signifiait? C'était le remettre dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils regardaient leur calendrier, puis comme il y avait il y avait 6 acteurs, il y avait 2 maisons de production, tu sais, théâtrales, ils ne voyaient pas où le repousser dans le calendrier. Alors, le choix qu'ils ont fait, c'était de le filmer, tu sais. Ça n'a pas été fait pour ça. Et en même temps, ça marque son époque parce que c'est filmé, évidemment,
avec jouer à 2 mètres de distance, tu sais, je veux dire. En tout cas, ils ont trouvé toutes sortes de choses créatives pour le faire, mais en même temps, ça n'a aucun sens. Il y a de quoi d'absurde quand tu regardes ça. Je pense que dans 10 ans, on va regarder ça, il y a de quoi d'absurde. Bon, en même temps, c'est un univers très onirique qui est absurde aussi, donc c'est pas si grave, là. Je pense que le contenu fonctionnait bien, mais est-ce qu'on doit écrire? Bien sûr, mais moi, j'ai le goût de dire que c'est un autre métier, à quelque part, tu sais. Puis, il y a des gens très créatifs qui se sont adaptés plus facilement. Il y a des gens moins créatifs ou juste moins intéressés par la chose, pour qui ce sera beaucoup plus difficile. J'espère juste qu'on ne perdra pas le contact, parce que moi, je suis assez d'accord. Il y a de quoi qui se passe entre nous en ce moment, soit nous sur la table, ou nous avec le public qui est présent ici, qu'on peut regarder dans les yeux et qui me font un signe de la tête. Hein, on se reconnaît en tant qu'être humain. On peut être d'accord ou pas avec les propos, mais on a un contact réel que j'ai pas avec toi à la maison. Même si j'aimerais beaucoup l'avoir, tu sais. Peut-être que toi, tu l'as, mais moi, je l'ai pas. Tu sais, parce que c'est ça la réalité, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement la même chose. Au niveau événementiel, ben moi, je voudrais juste peut-être dire un mot, parce que je vous entendais au niveau des éditrices, puis j'ai trouvé ça très beau, ce que vous disiez, en fait, de votre relation. Et moi, je l'ai vécu. Il faut dire, peut-être parce que je suis un homme, mais au-delà du fait que je sois un homme, je suis aussi un homme... je suis assez transparent, tu sais, je suis quelqu'un de très anxieux aussi, donc moi, j'ai toujours, en tout cas, j'ai beaucoup de femmes, j'ai été élevé par beaucoup de femmes, par ma mère, par ma grand-mère, par ma grande-tante, et j'ai toujours cette relation-là, l'importance, je suis un livre ouvert, en fait. Moi, les gens qui me connaissent savent, même dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup de la misère à faire de barrières au niveau des sentiments, au niveau de ce que je vis. Mais j'ai senti justement que, des fois, je ne le sens pas toujours de l'autre côté, mais là, c'est vrai que je l'ai senti des deux côtés. Puis, on s'est beaucoup entraidés, je trouve. Tu sais, bon, Vanessa, tu étais à l'époque au Bureau des affaires poétiques. Vous êtes reviré de bord comme ça quand la pandémie est arrivée. C'était génial. J'ai eu l'occasion de parler aux gens de la Maison de la littérature. Qu'est-ce que tu fais à Québec en toutes lettres? Tu sais, j'ai jamais fait ça, moi, un salon du livre virtuel. Jonathan Lamy qui m'a donné un coup de main incroyable là, à la poésie partout. Le premier qui a eu lieu, en fait, c'est Sudbury. Alors moi, tout ce que c'est fini, j'ai appelé Stéphane Cormier, tu sais, je veux dire, Stéphane, qu'est-ce que je dois savoir? C'est quoi tes bons coups et tes moins bons coups? Tu sais, c'est quoi tes conseils? Et il y a eu beaucoup d'entraide, je trouve, dans le milieu de l'événementiel aussi, tu sais, un peu comme ce que vous dites au niveau de l'édition. Moi, je l'ai senti, les gens ont pris le temps, tu sais, de m'expliquer et tout ça, et d'échanger là-dessus. Donc, ça, cette espèce de, j'ai le goût de dire, cette fraternité-là, du milieu. J'espère qu'on va garder ça encore. C'était déjà là avant, mais j'ai l'impression que ça a monté d'une coche. Ben, je pense que sans vouloir être dans une forme de méchanceté, évidemment, je pense qu'il y a une hypocrisie qui est moins possible peut-être avec justement l'idée d'être dans le même bateau. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on fait un événement ensemble puis qu'on retourne tout le monde après chez nous. On est déjà chez nous, donc ça peut pas être plus dans l'intimité que ça. Et pour ne pas citer Clara Dupuis-Morancy, depuis tantôt vous parlez puis je pense juste à une mère d'invention. Il me semble que ce titre-là de son livre me vient en tête quand on parle de ce que vous avez tous et toutes fait. Et il y a des livres, comme vous le mentionnez, qui étaient attendus, et il y a des livres qui étaient inattendus. Donc, peut-être, Iris, tu peux nous parler de ce qui a ressurgi dans ce premier confinement-là, qui t'a peut-être surprise toi-même? Oui. Bien, je voudrais aussi rebondir sur ce que Carl disait. Tu parlais de fatigue, puis je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Je suis tellement épuisée, puis j'essaie de trouver la raison. Puis, tu sais, j'ai passé des tests de sang, j'ai rien. Je pense que c'est juste la pandémie, ça nous a tous vraiment fatigués. Puis tout à l'heure, dans les loges, j'entendais tout le monde parler de productivité, puis de nombre d'heures par semaine, puis qu'on est tous bien fatigués. Puis je sais pas pour vous, mais moi, la pandémie, ça m'a, pour la première fois de ma vie, donné la permission de travailler moins, d'être moins productive, puis d'avoir cette excuse-là. Puis j'essaie de rester là-dedans. Bien là, on est encore en pandémie, mais en tout cas, j'essaie de garder, bien, tu sais, de faire... Parce que c'est de la création qu'on fait aussi, hein. Fait que on ne doit pas voir ça comme un travail de 9 à 5. C'est pas comme un travail que tu peux faire qui demande peut-être moins de jus. Tu as besoin d'espace dans ta tête pour créer, exact. En fait. Bref, juste parenthèse, je voulais rebondir là-dessus. Mais oui, c'est ça. Moi, normalement, je devais travailler sur la suite d'une série qui s'appelle Folk, que je fais à la Pastèque. Puis quand la pandémie a commencé, j'y arrivais juste pas. Là. C'est de la fiction. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me mettre dans ce projet-là. Ça me tentait pas, j'y arrivais pas.
Puis je sais pas pour vous ici, puis pour vous sur scène, si ça a été un moment propice à l'introspection pour vous, le confinement. Mais moi, en tout cas, je suis retournée dans mes vieux carnets de voyage qui dataient de 2009 jusqu'à maintenant. On pouvait plus voyager, c'est un truc qu'on nous a enlevé. Puis en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que mon métier m'apporte, puis que j'aime beaucoup. Fait que je me suis replongée dans ces carnets-là qui racontaient mes voyages depuis 2009. Puis je me suis dit, ben écoute, ça pourrait faire un livre. Fait que j'ai contacté Luc Bossé, qui est éditeur chez Pawpaw. Puis j'ai fait ce livre-là au lieu de faire l'autre livre que j'étais supposée faire. Il s'appelle « Occupez-vous des chats, moi je pars Ouais, ». Donc, quelque chose de pars. très satisfaisant déjà dans le titre. Ben puis je me suis fait dire par les gens qui l'ont lu que ça a fait voyager un peu par procuration parce que je parle de tous les voyages que j'ai faits. Puis j'y porte un regard aussi avec du recul un peu parce que j'ai rajouté beaucoup de pages que j'ai faites maintenant. Puis je sais pas, on dirait que ça me tentait de faire ça pendant le confinement. Fait que bref, encore une fois, comme je disais, je me suis donné la permission de pas faire le projet que j'étais supposée faire, mais de faire un autre qui me tentait de faire à ce moment-là. Puis normalement, je fais pas ça. Puis là, cette excuse-là que j'avais de on est confinés, fait que j'ai besoin de réconfort, je fais ce que je veux. Puis si jamais quelqu'un me le reproche, je dirais la pandémie. Puis ça m'a fait du bien de faire ça. Puis je suis bien contente de pouvoir l'avoir fait. Ouais. C'est un livre extraordinaire, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu. C'est vrai qu'on voyage vraiment avec toi. Moi, j'ai été vraiment accrochée par cette bande dessinée-là, que j'ai relue finalement 2-3 fois parce qu'il fait du bien aussi. Donc, je peux imaginer qu'il t'a fait du bien aussi à écrire. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'éditrice, qu'éditeur, avec des livres qui devaient arriver, qui étaient prévus? Et là, on a effleuré la question de la pénurie de papier, mais avant cette pénurie-là, il y avait aussi des gens qui nous disent « Moi, je peux pas livrer mon projet » ou « Ce projet-là va arriver dans 2 ans » ou « Maintenant qu'on vit cette situation-là, je ne vois pas pourquoi je publierais ce livre-là parce qu'il me semble si non nécessaire. » Comment on jongle avec cet échéancier-là? Ben d'abord, moi, j'ai beaucoup aimé « Occupez-vous des chats, moi je pars ». Et il m'a fait beaucoup de bien pour le voyage, qui me manque énormément, mais pour l'inattendu aussi. Et ça, c'est une des choses qui m'a manqué beaucoup dans les 2 dernières années. Fait que c'est drôle, ça bridge avec ce que tu dis, parce que oui, il y a des choses qui devaient se passer qui ne se sont pas passées, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ne devaient pas se passer qui se sont passées. Il n'y avait pas beaucoup de place pour une rencontre inopinée, un moment, la découverte d'un papier que, my God, c'est là-dessus que je veux faire la couverture du prochain, la découverte d'une artiste dans une expo. Non, c'est pas arrivé autant. Une sonnerie inattendue, tu sais, je veux ouais. dire, ça n'arrivait pas. Ouais. L'inattendu, tout devait être un peu géré, tout devait être un peu planifié. En tout cas, donc, des livres qui n'ont pas vu le jour, qui devaient voir le jour, moi, c'est pas quelque chose que j'ai dû affronter comme deuil. Mais par contre, des échéanciers qui bougent tout le temps, oui. Parce que tout le monde frappait des murs qu'ils connaissaient pas, qui étaient en plexiglas, tu sais, qu'on n'avait pas vu venir, puis qu'on se rentrait la face dedans. Parce que tu dis, mais je me connais comme artiste, je sais que regarder une révision linguistique, ça me prend 3 jours. Puis t'arrives au bout du 3 jours, t'es comme, hey, j'ai pas commencé, j'ai pas été capable d'ouvrir le fichier. Je m'excuse, je n'ai pas pu. T'sais. Donc, j'ai eu plein de collaborateurs et de collaboratrices comme ça qui me sont arrivés avec des, hey, je devrais avoir fini, j'ai pas fini. Je pensais le faire dans les dernières semaines, j'étais allée dans un chalet. Et il fallait accepter ça. Il a fallu travailler avec ces échéanciers-là, oui, qui étaient très, très malléables. Puis peut-être que ça va nous mener éventuellement, puis ça, j'avoue que je l'espère, à une littérature qui est moins... On finit nos livres, on les imprime, on les reçoit, puis une semaine après, ils sont en librairie. Comme ça va vite quand même, je trouve. Même s'il y a du temps long avant, on passe 1 an, 2 ans à travailler avec l'auteur, à travailler sur le manuscrit, mais une fois que ça s'enclenche, on dirait que c'est comme « OK, go, tac, tac, tac ». Puis c'est pas réaliste, je pense. C'est pas agréable. Ça nous donne pas le temps de faire certaines choses. Tantôt, tu parlais de nous comme diffuseurs, mais créer des contenus, quand tu es encore en train de faire les approbations d'épreuves, comme, m'excuse, j'ai pas le temps de penser à un concept de discussion dans le parc, là. Non, mais, tu sais, faudrait qu'il soit déjà fini depuis longtemps puis que j'aie déjà un recul pour être capable de dire « Ah! Faites quoi avec des bébés Golden Retriever? » On n'a pas l'occasion de prendre cet espace. Je veux assister à ce lancement. Soit dit en passant. Mais, tu sais, on a besoin de ce temps-là. Peut-être qu'on aurait gagné à prendre plus d'arrêt,
Moi, j'ai été très, très brièvement au chômage au tout début, quand tout a vraiment fermé, 2 semaines, et j'ai fait de la bande dessinée. J'en avais jamais fait. J'ai fabriqué 12 baguettes magiques aussi. On s'est découvert une capacité à faire des choses qu'on ne se connaissait pas parce qu'il y avait une espèce de, tu l'as dit, le prétexte qui était, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bon. On dirait que quand ça a reparti, très rapidement quand même, là, reparti au ralenti, puis reparti avec des obstacles, mais ça a reparti. Il fallait trouver des façons de compenser. C'est comme ça que je l'ai senti beaucoup. Puis moi, je me suis senti une responsabilité aussi par rapport aux auteurs, aux autrices, aux créateurs, aux créatrices qui rushent, puis qui savent qu'ils n'auront pas de lancement, puis qui savent qu'ils n'iront probablement pas au Salon du Livre, puis qui savent que la résidence qu'ils avaient décrochée à La Rochelle, bien, ils n'iront pas. C'est beaucoup d'écueil à la joie qui est nécessaire à la création. Fait que j'en ai mis plus, tu sais. J'en ai mis plus d'énergie, puis de cœur, puis de temps, puis d'empathie. Et ça a fait peut-être arriver des choses qui n'auraient pas pu arriver. Ça a peut-être fait accepter des choses qui n'auraient pas été acceptées par le passé. Puis je pense que c'est quand même pour le mieux, mais que c'est pas quelque chose qui est soutenable ad vitam aeternam, puis qu'il va falloir faire, comme ce dont parlait Louis-Carl, un processus de pas tout de suite, là, on est trop tôt, là, on est encore dedans, puis on va être encore dans le à vif pendant un temps, là, mais un processus de retour sur ça, puis est-ce qu'on était obligé de rencontrer toutes ces exigences-là qu'on s'est données? Est-ce que c'était vraiment vrai que c'était, si on fait pas un événement virtuel pour la sortie du livre, dans la semaine qui suit sa parution, on a manqué, tu sais, la fenêtre d'opportunité. Est-ce que c'est... Ou est-ce qu'on aurait pu dire, puisque de toute façon, c'est en virtuel, comment on rassemble la communauté? T'sais, comment on la crée avant de faire l'événement? Parce qu'elle n'existe pas encore, cette communauté-là, de gens à travers la province qui savent qu'ils sont la bienvenue à venir discuter avec des auteurs. Comment on la crée? On ne l'a pas fait, ça. Je n'ai pas l'impression qu'on l'a fait, je ne l'ai pas vu vraiment. Peut-être de plus en plus, à mesure que les mois ont passé. Mais je pense qu'il faut trouver des façons, même pendant la pandémie. En tout cas, tu sais, moi, c'est une des choses, si on parle un peu de communauté, moi, en tant qu'organisateur d'événements, c'est la première question que je me suis posée. En fait, la première, c'est, il faut-tu que je fasse de quoi? Je suis obligé. C'est une très bonne question. Tu sais, je me suis posé C'est une très bonne question. Non, mais c'est la question que je me suis posée. Puis ensuite, la deuxième question, c'est si je le fais, pourquoi? Mais en fait, il fallait prendre la décision à l'avance. On est au printemps 2020. Et moi, on regarde tous les salons du livre qui sont tombés, parce que, ils n'ont pas eu lieu avant Sudbury, en fait, qui a eu un petit peu plus de temps pour se revirer de bord, tu sais, comparativement à Québec, par exemple, et à d'autres. Mais je regardais, les auteurs avaient... Je suis auteur aussi, donc je vois tous les cachets que je perds avec les événements qui n'ont pas lieu, qui sont annulés. Et je me dis, il y en a beaucoup qui ne sont pas riches, au niveau des auteurs autochtones qui avaient besoin de ces cachets-là. Alors, je me suis dit, je le fais avant tout pour mes auteurs. Je dois le faire. C'est un peu le sens de responsabilité que tu ressentais. Ces gens-là ont besoin de ces cachets-là. Et pas juste les auteurs, mais l'ensemble du milieu culturel aussi, parce que, je travaille souvent, j'engage des auteurs ou d'autres travailleurs culturels pour faire des animations, pour faire, prendre des photos, prendre les musiciens. Mais moi, c'était tout de suite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? On laisse dans la mesure du possible, on ne laisse personne derrière. Et moi, ça fait partie du plan que j'ai présenté à mon conseil d'administration début juillet, je pense 2020. C'est comme, OK, on le fait événementiel, mais pérennité, donc ça, c'est important. Si on le fait, on le fait pour que ça dure. C'est pas vrai que je vais me casser la tête comme d'habitude. Si c'est pour être sur le web en plus, il faut que ça dure. Et la troisième question, c'est un peu l'idée que tu amènes, c'est cette communauté-là, comment on la crée? Bien, évidemment, on l'a créé en engageant des gens aussi, tu sais, mais au-delà de ça, en allant chercher, en travaillant en équipe. Et nous, une façon qu'on a trouvée, ce qui nous manquait dans notre programmation, c'est quand je te croise le soir, puis on va prendre un verre, tu sais, ou juste un café, on va souper avec un autre. Comment on recrée ça dans le virtuel, tu sais? On va faire le pestac bien tard, tu sais, genre... et ça, c'est éphémère, parce qu'on peut dire des choses que les commanditaires n'ont pas à voir 2 semaines plus tard, on les fasse. Mais c'était des lives, on a invité des acteurs du milieu, on a invité des auteurs même.
on invitait toutes sortes de gens, puis vraiment avec l'interaction, on faisait tirer des trucs. Tu sais, je veux dire, on niaisait. C'était juste pour recréer un party. Et j'ai été surpris personnellement à voir le nombre de personnes du milieu littéraire et du grand public qui assistaient à tous les soirs, tu sais, à ce show-là, parce que je pense que c'est ce besoin-là qu'on allait chercher. C'est de briser l'isolement, puis d'avoir l'impression d'être ensemble, d'être toujours un milieu, puis de faire partie, tu sais, puis autant les auteurs que les gens du milieu culturel, que le grand public, tu sais, échangeaient, déconnaient sur les médias sociaux, tu sais, sur le live et tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut dans les circonstances. Si tu me permets une nuance, peut-être pour les gens qui sont avec nous puis qui connaissent un peu moins le fonctionnement de la vie d'auteur et d'autrice, je pense que c'est important de le souligner que vous le savez, les sous qui sont retirés à la vente ne sont pas nécessairement le salaire significatif. C'est un salaire qui est très symbolique. Et là où les auteurs et les autrices peuvent faire des sous, c'est particulièrement en participant à des tables rondes, en allant dans des rencontres, en vous rencontrant dans les librairies. Donc, je pense que c'est super important parce que des fois, les gens aussi, les lecteurs, les lectrices, puisque c'est un acte à la base qui est plutôt solitaire, autant d'écrire que de lire, des fois, on a cette gêne-là d'aller à la rencontre. Mais la rencontre, elle est doublement nourrissante, c'est-à-dire sur un plan structurel financier pour l'auteur, pour l'autrice, mais sur le plan aussi de la créativité, puis dans cette idée-là, justement, d'interaction qui est nécessaire à la créativité. Donc merci doublement d'être là aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Ça, je pense que c'est très important dans un premier temps de le dire. Quand tu dis on laisse personne derrière, ben on laisse personne derrière. Je pense aussi à tous les techniciens, toutes les personnes tous les gars de son d'amour que vous voyez pas à la caméra, mais qui sont là, puis qui ont aussi, eux, des cernes triples parce que c'est tous les gens qui ont levé la main puis qui ont dit oui, on va être là quand même, puis on va toutes les faire, vos lives, avec vous, selon la qualité que vous voulez rechercher. Ça a été un moment extrêmement fécond et je tiens à souligner que le Salon du livre des Premières Nations, donc Louis Carl, vous avez fait un travail qui était vraiment remarquable. Moi, pour plein de raisons, notamment pour ma vie de maman, je peux jamais y assister. Ça fonctionne pas dans mon horaire. Et là, l'année passée, je suis allée déjeuner avec vous 4 matins de suite. J'ai dit, tant pis, la réunion à 9 h, moi, j'écoute un déjeuner poésie chez nous, puis maison que ça fait du bien. Puis là encore, la personne ne s'adressait pas nécessairement directement à nous, mais moi, j'étais avec la personne, par exemple. Moi, je vivais un moment avec... Tu sais, tantôt, tu as brisé le mur de la caméra, là. Tu sais, ce moment passe-partout, là, qu'on a partagé ou pas dans l'enfance, bien, tu sais, il y avait quelque chose de vraiment très, très, très nourrissant. Puis, Roxane, je vois que tu veux rebondir, fait que je ne veux pas retirer, mais j'ai envie aussi qu'on pense derrière nous à la réception critique. J'aimerais qu'on y revienne à ce point-là, Myriam, la circulation des œuvres en temps de pandémie et l'explosion du côté des libraires aussi au niveau des ventes de livres et ce que ça suppose de travail supplémentaire pour les éditeurs, les libraires et toute la chaîne, finalement, le poids qui a été déposé là. Mais avant tout, Roxane, dis-nous tes joies, tes peines. Merci, Vanessa. Oui, bien, en fait... je suis contente que tu aies parlé de la question de la rémunération parce qu'il y a eu un changement massif au Canada au début de la pandémie avec la prestation canadienne d'urgence et ses suites. Pour moi, la preuve a été faite très, très, très clairement que, on le sait, notre façon de fonctionner financièrement, le milieu de la culture, c'est pas bon, c'est pas suffisant. C'est formidable qu'il existe plein de béquilles. Il existe plein de béquilles. Il existe par ailleurs un gros système de bourse qui se raffine de plus en plus. Et en tant qu'éditrice, je juge que ça fait partie de mon travail. Je pense que c'est de plus en plus répandu aussi d'accompagner nos auteurs, nos autrices dans leur demande de bourse. Mais ça non plus, c'est pas suffisant parce que tu vas être rémunéré pour faire un projet en particulier. Puis là, tu te retrouves comme Iris à t'être engagé à faire un projet, puis tu veux en faire un autre. Et ça, pour moi, ça pointe en fait un besoin. Une des choses qui me sont arrivées depuis la pandémie, c'est que je suis vraiment moins gênée de défendre des opinions politiquement vraiment extrêmes. Pour vrai, c'est clair que ça prend un revenu minimum garanti. Pour moi, c'est évident, là. Ça commence par là, parce qu'effectivement, continuer de travailler pour se soutenir financièrement, c'est une excellente béquille. Puis c'est magnifique d'arriver à faire ça. Mais parfois aussi, ce qu'on a appris, c'est qu'on ne peut pas travailler. On n'y arrive pas. On ne fournit pas. On n'a plus le goût. On ne comprend plus pourquoi on fait ça. Et 2 choses qui ont été dites là, récemment, notamment par toi, Myriam. Premièrement,
il faut qu'on diffuse nos œuvres nous-mêmes parce que les représentants du diffuseur, donc juste pour... nous, les éditeurs, on fait nos livres, puis ensuite, on les remet entre les mains du diffuseur, qui est souvent aussi distributeur, qui va à la fois recevoir nos stocks et les apporter dans les librairies, mais surtout, il y a des représentants qui se rappellent de tous les livres qui sortent cette semaine et qui vont en parler aux libraires. Et ces rencontres-là n'ont pas eu lieu, ou ont eu lieu au téléphone, par courriel, par Zoom. Et là, il y a eu effectivement comme un creux, là. Puis on sentait que le lien était un petit peu moins efficace, direct. C'est tout cet aspect de la relation qui était absent. Et donc, évidemment, les éditeurs et éditrices, on a été appelés à patcher ce trou-là aussi. On est appelés à patcher tous les trous parce qu'évidemment, nous, on est le point de contact entre le travail créatif de l'écrivain, de l'écrivaine et des autres créateurs et le public. C'est notre métier de faire ça. On travaille avec le distributeur, mais ça ne concerne pas l'auteur. Et donc... mais toutes ces questions de devrais-je faire un lancement, devrais-je essayer d'entretenir la communauté, comment est-ce qu'on anime nos réseaux sociaux, combien de temps dans une journée tu passes à essayer de photographier un livre pour que ça soit beau sur Instagram? Sérieux? Tu peux m'appeler Roxane, OK? Sérieusement, ça me fait plaisir. J'ai une stagiaire en ce moment aux Herbes Rouges. Elle fait des super photos. Mais c'est un enjeu sérieux que plein de gens n'ont jamais eu à se poser la question de la double séduction, là, c'est-à-dire la voie de la séduction traditionnelle pour un livre, puis la voie plus populaire, la voie en fait en ligne. Et une chose que j'avais beaucoup dit avant et que je me dis autrement maintenant, c'est pas ça mon métier. Mon métier, ce n'est pas de faire des photos pour Instagram et mon métier, ce n'est même pas de penser à quel livre de mon catalogue de 670 titres fit particulièrement avec cette semaine, l'actualité. Ça serait le fun que ce soit mon métier, mais sérieux, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Alors, il y a eu beaucoup de circonstances dans lesquelles on est une mini-équipe aux Herbes Rouges, il faut le dire aussi. Là, on est comme 3,5. Il y a eu aussi une passation. Il y a eu, bon, c'est ça, celui qui était auparavant le directeur qui s'est mis à travailler beaucoup moins à cause des circonstances de la pandémie. Et bien, il y a des trucs qu'on a laissés aller. On a dit, tant pis, je le fais pas. Il y a pas de projets qui ont été abandonnés. Notre métier, on l'a fait. On l'a vraiment fait jusqu'au bout. Mais bon, il y a des livres qui ont été repoussés, puis c'était bien correct. Tout le monde comprend. Hein? Tout le monde, je pense que vraiment tout le monde a réalisé qu'on était des êtres humains. Et c'est important parce que en tant que personne qui s'engage dans des créateurs et des créatrices, comme on veut vraiment tenir notre parole. On veut tenir notre engagement. Et si pour ça, il faut qu'on travaille la fin de semaine, c'est difficile de prendre ces décisions-là pour protéger notre santé. Fait que je voulais dire ça. On a dit non, on a dit tant pis. Puis les Herbes Rouges, en fait, finalement, on a fait un party dans un parc cet été où on a invité le public. On a sorti nos 17 livres qui étaient sortis puis qu'on n'avait pas pu... Y avait-tu des Golden Retrievers? Ou... Il y avait un jeune enfant qui sautait partout en disant, il chantait « Au feu les pompiers à la maison d'édition qui brûle ». Ouais. On remercie cet enfant. Il y avait 17 livres, c'était bizarre. J'ai parlé des 17 livres devant tout le monde, on the spot. Là, j'avais comme pas prévu ça, puis c'était tellement satisfaisant de pouvoir avoir juste des vraies personnes qui t'écoutent, c'est merveilleux. Puis finalement, je suis désolée, je suis en train de parler full longtemps, mais là, il n'y a pas de papier en ce moment. Quand les imprimeurs commandent du papier, en ce moment, il va être livré au mois de mai. Ça vous donne une idée. Mais faire des livres, c'est des engagements qu'on a pris, qui fonctionnent dans une espèce de roulement infini, effectivement. Là. C'est comme une course en avant. Tu sais, on est toujours en train de préparer les livres de plus tard. Donc là, en ce moment, on vient juste de finir, nous, les livres qui sortent cet automne. Puis là, je suis en train de travailler les livres qui sortent à l'hiver. Puis quand est-ce que ça arrête? Mais on se pose quand même la question. Là. Il y a une pénurie de papier, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il faut vraiment que tu veuilles le faire, ton livre. Puis personnellement, en tant qu'écrivaine, en tant que doctorante qui a mis sa rédaction de thèse de côté au tout début de la pandémie et qui est en train de vraiment difficilement essayer d'y remettre un peu d'énergie le dimanche, sauf cette semaine, je me demande beaucoup, moi, pourquoi? Tu sais, c'est quoi mon prochain livre? Puis faut-tu vraiment qu'il sorte?
En avez-vous vraiment besoin? Non, certainement pas. Puis en même temps, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on va tout laisser tomber. C'est un équilibre à trouver, puis une lenteur à cultiver, vraiment. Un plaisir de faire les choses lentement. Puis en fait, moi, j'ai la chance d'avoir appris mon métier avec une personne qui avait vraiment pas peur de faire ça lentement, qui est connue pour ça et qui a été très critiquée pour ça aussi, mais qu'à cela ne tienne, quand on finit un livre, il est fini. Et il arrive que ça se termine avec un pas pire sprint. Mais ce que le public voit pas, c'est qu'on a passé du temps ensemble dans les livres et on a été comme immergés dedans pendant quelques semaines extra intenses où on s'est envoyé des tonnes de courriels, on s'est parlé tout le temps, on s'est dit « OK, ça marche pas avec la mise en page, OK, tu voudrais-tu comme juste raccourcir un petit peu ta didascalie parce que là, j'ai comme une ligne de trop dans ma scène. » Puis tout ça, on le vit et c'est ça qui nous tient. Je suis une lectrice aussi, tu sais. Je suis vraiment une lectrice. Quand je travaille les textes, c'est avec ravissement. Je suis honorée, je suis toute là, tu sais. Puis si on n'a plus ça, vraiment, on va lâcher. Je trouve ça magnifique. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient... en fait, c'est aussi tragique que magnifique, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec nous aussi hier à la première journée des rencontres de réflexion. Mais c'est vraiment un motif qui revient et qui est très, très, très présent. C'est-à-dire cette idée-là du créateur, de l'auteur, de l'autrice qui se demande à quoi bon? Pourquoi est-ce que je fais encore des livres, surtout dans ce contexte-là? Et bien sûr, la question de si je fais pas des livres, moi, qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Tu sais, il y a toujours l'option, je vais aller servir des cafés, mais quand les cafés sont fermés, qu'est-ce que tu fais pour te réinventer? Donc, cette question-là entre, oui, en tant que créateur, créatrice, j'ai besoin de faire ça. Je ne sais pas si je peux continuer à le faire. Je ne sais pas si c'est utile. Mais par ailleurs, une autre chose qui était amenée hier, notamment par Nicolas Lévesque, qui disait, pourquoi est-ce que c'est toujours la culture qui est sacrifiée en temps de crise? Pourquoi est-ce qu'on se demande pas justement la question, qu'est-ce que l'économie peut faire pour nous en temps de crise? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de se rasseoir ensemble et de redire l'importance même du geste créateur. Donc, c'est deux forces qui vont l'une dans l'autre, mais main dans la main aussi, qui apparaissent clairement dans la prise de parole de chacune des personnes qui sont là en fin de semaine. Et je trouve ça vraiment... moi, j'aurais envie qu'on fasse 4 heures là-dessus. Ce sera malheureusement pas possible. Je vois même le temps filer de manière honteuse. Mais ce qui est magnifique, c'est que vous étiez tous très bien... vous aviez bien lu les questions d'avance. Vous étiez extrêmement bien préparés et tous les points ont été abordés ou même frôlés. Alors, plutôt que de vous poser une question qui serait finale et dirigée, j'ai envie de savoir, avant qu'on passe à la question au public, qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à voix haute, qui soit entendu et discuté ici, aujourd'hui, dont on n'a pas parlé? C'est votre moment. Essayez des livres qui vous disent rien. essayez d'ouvrir des livres dont la couverture au premier coup d'œil, c'est pas nécessairement évident qui est pour vous. Dont la 4e de couverture, peut-être pas, dont vous n'avez jamais entendu parler. Prendre le temps d'ouvrir des livres et d'en parler, de parler de ce que vous avez lu, de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé, de ce que ça vous a fait vivre. C'est vraiment tellement pour ça qu'on fait ce métier-là, tout le monde. Tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'on a beaucoup souffert dans la dernière année et demie du manque d'occasion de parler de nos lectures. L'espace médiatique a réduit, mais ça, c'est comme... j'ai l'impression qu'on chante la même chanson depuis 30 ans, mais ça s'est encore aggravé. L'espace qui reste, c'est consacré beaucoup à un petit nombre de titres. Il y a tellement de sortes de livres, il y a tellement de sortes de lecteurs et de lectrices. Il faut qu'on parle de toutes les autres. Il faut qu'on prenne le temps de parler des livres bizarres, des livres qu'on n'a pas compris, des livres dont le dernier chapitre, ça nous a... T'as-tu déjà lu ça, un livre que... Il faut recréer ces espaces-là, puis idéalement en vrai. C'est ça que Mais si je peux-tu juste rebondir là-dessus sur ce que tu dis? Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis quel endroit mieux que pour faire ça qu'une bibliothèque? Parce que tu vas à la bibliothèque, tu n'as pas besoin de payer pour les livres. Fait que si justement juste la couverture t'attire, puis après si tu l'aimes pas le livre, c'est pas grave, tu le ramènes.
Puis, tu sais, je veux rien enlever aux librairies qui font un travail extraordinaire, puis les libraires aussi, puis tout ça. Mais souvent, je me fais dire par des lecteurs ah, mais je veux pas prendre ton livre à la bibliothèque, je veux t'encourager. Tu sais, on parlait financièrement, c'est difficile des fois pour les auteurs. Défais ça. Vas-y. Mais on reçoit des sous, un peu de sous, pour les livres qui sont empruntés en bibliothèque. Donc, plus vous les empruntez, plus on a de chances de recevoir des sous pour ça. Puis, je pense que c'est vraiment important de visiter les bibliothèques, qui n'ont pas fermé très longtemps, d'ailleurs, pendant la pandémie, qui étaient là, heureusement. Mais sans rien enlever aux librairies, qui sont tout aussi importantes que les bibliothèques. Mais visitez vos bibliothèques. Je peux te rebondir là-dessus? Vous pouvez tout, vous pouvez tout. C'est génial, on se complète tellement bien. Non seulement les bibliothèques sont un excellent lieu pour ça, mais saviez-vous que vous pouvez demander à votre bibliothèque d'acheter un livre? Et savez-vous qu'en général, quand vous faites ça, la bibliothèque achète le livre? Et qu'ensuite, non seulement le livre est là, ça a des chances d'aider financièrement les créateurs et créatrices, mais par ailleurs, il va être là, il va être vu. Et ce que tu disais, Myriam, tantôt, m'a ramené un peu au contexte du début du premier confinement où tout était si bizarre. Aujourd'hui, on est habitué à mettre nos masques, à mettre du Purell en rentrant dans tous les commerces. On s'est même probablement habitué à biper notre passeport vaccinal partout. Mais au début, là, on aurait dit, moi j'habite à Montréal, on aurait dit que mon quartier était une ville fantôme. Il y avait un virus, on savait vraiment pas c'était quoi. On désinfectait toutes les chaises. Ma soeur m'avait demandé, faut-tu genre que je change mes vêtements quand je rentre à la maison pour pas contaminer mon bébé? On savait rien. Et c'était terrifiant. Et c'était aussi déconcertant. Puis à ce moment-là, je venais juste de terminer, j'ai parlé tantôt du petit moment un peu intensif, je venais juste de terminer le travail justement sur le livre de Marie-Saint-Hilaire-Tremblay, Noctiluc, qui est un recueil de poèmes qui aborde le langage d'une façon très différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Je veux dire, c'est pas un rapport à la phrase, ce sont vraiment des vers. C'est un vocabulaire assez étrange. Déjà, le titre Noctiluc, qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, moi, je sortais de ma plongée là-dedans et j'ai eu l'impression que c'était un peu ma bouée de sauvetage dans le moment le plus déconcertant peut-être de ma vie. Le moindre repère au monde, là, comme il n'y avait plus de canage à l'épicerie, puis on savait pas ce qu'on allait manger. Là. C'est cute, la pénurie de papier, sérieux, mais on ne l'a jamais dit, on n'a comme pas nommé ces mots. On est dans une crise climatique assassine en ce moment. Et j'ai eu l'impression que d'avoir été plongée dans un livre particulièrement bizarre et différent, je suis tellement heureuse, Myriam, que tu aies mentionné ça, ça a gardé mon cerveau ouvert, ça a gardé ma capacité à concevoir que le monde n'est jamais que ce qu'on croit. Et nos horizons ont vraiment été limités pendant la pandémie. Ils se sont limités à nos ordinateurs, mais aussi la ville où on vit, le quartier où on vit, les murs de notre chambre où on faisait notre pratique de yoga, puis notre Zoom, puis où on allait souper finalement. Et ces livres-là sont particulièrement précieux. Il y a les livres où on se reconnaît, où on se rassure, et il y a aussi, et peut-être autant, les livres où il y a juste assez de ce qu'on connaît pour que ça nous permette de rentrer puis de nous ouvrir. On a ces espaces-là à l'intérieur de nous. Nos cerveaux sont capables d'aller à des endroits que vous n'imaginez même pas. Il faut y aller. Il faut comme se lâcher, faire confiance. Et c'est ça, si jamais vous aimez un livre et qu'il n'est pas dans votre bibliothèque, vous le commanderez. C'est même pas compliqué. Je sais que ce n'est pas dans tes coutumes, Louis-Carl, mais brièvement, et là, ça, ce sera le mot au cœur de ma phrase, parce que je pense que c'est important. On parle de rencontres depuis tantôt, donc il faut passer la parole avant qu'on soit obligé de se quitter, parce qu'il y a aussi une causerie extraordinaire qui nous attend à 15 heures. Mais brièvement, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, que tu aimerais mettre en lumière avant qu'on passe la parole aux gens du public? Je voulais faire ça bref de toute façon. Moi, je pense que mesdames ont très bien résumé, en tout cas, beaucoup de choses qui m'habitaient. Moi, je voudrais juste dire merci. Merci aux gens qui se sont déplacés ici aujourd'hui, de venir nous écouter, de venir justement de supporter le milieu. Merci de votre intérêt et merci aux gens à la maison. Merci aux lecteurs qui ont continué à lire pendant la pandémie et probablement à lire plus que jamais. On l'a vu, les chiffres en librairie. Donc, merci d'être là. On va continuer à écrire, on va continuer à produire des livres.
Merci de votre patience, parce que Louis Carl fait 2 ans qu'il est supposé avoir sorti un livre, puis je suis sûr qu'il y a bien d'autres gens qui sont en retard dans leur processus. On est humain aussi, donc, mais quand ça va sortir, ça va être bien bon. Puisqu'on est dans les remerciements et pendant que j'identifie qui dans la salle, ce sera Julie Veillet, fantastique, passera le micro, je veux prendre le temps de vous remercier toutes et lui. Donc, Myriam Caron-Bézil, Roxane Desjardins, Louis-Carl Picard-Sioui et Iris. Merci beaucoup pour la générosité et l'engagement et la pertinence et l'intelligence de la discussion que vous avez tenue cet après-midi. Je redis merci, bien sûr, à la Maison de la littérature qui nous accueille aujourd'hui au Festival Québec en toutes lettres, à toutes les personnes qui sont derrière les caméras, derrière, à tous les techniciens et techniciennes, c'est vraiment précieux. Merci également à l'ANEL, à l'UNEC qui ont rendu cette rencontre possible et à BCF, avocat d'affaires, partenaire. C'est très important d'avoir des partenaires, donc présentateurs des entretiens et des journées de réflexion. C'est quand même un moment privilégié de pouvoir réfléchir à sa pratique. Il y a Julie qui est derrière, qui a un micro. On a quelques minutes encore. Est-ce qu'il y a des gens... Oh oui, on a même 13 belles grandes minutes. Yara, ce sera donc avec toi qu'on débute. La consigne est la suivante. Il ne faut point toucher le micro et garder son masque lorsqu'on pose une question. Merci beaucoup à tous les panélistes pour cette discussion. La question est pour Louis-Carl. J'aime beaucoup le dernier commentaire que tu as fait, Louis-Carl, sur justement qu'on a... Il faut le dire, on a eu une année extraordinaire en tant que milieu. Les gens se sont ralliés autour du livre. Ils ont découvert l'importance du livre. Et au niveau, par exemple, des littératures autochtones, la présence des auteurs autochtones, la prise de conscience avec ce qui est arrivé avec les enfants et les pensionnats et tout ça, je pense qu'il y a une transformation beaucoup plus large qu'au niveau de la pratique de tous les jours qui a eu lieu au niveau de la littérature. J'aimerais bien t'entendre plus là-dessus. Merci. Avant, est-ce que je dois répéter la question ou c'est bon? Fantastique. Bien, c'est une question dont on pourrait discuter longtemps. Merci pour ta question, Yara, mais c'est sûr que peu importe le domaine, l'actualité provoque évidemment un intérêt, que ce soit médiatique au niveau du livre, du cinéma, de tout. Hein. C'est sûr qu'on est nourri par l'actualité, le public aussi. Est-ce qu'il y a une transformation? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'en général, effectivement, il y a une certaine prise de conscience au Québec par rapport aux questions autochtones qui se reflète très bien, par exemple, dans l'accueil qu'on fait aux auteurs des Premières Nations et d'autres artistes aussi. Ça, c'est évident. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a toujours des mouvements. J'ai toujours peur, et ça, c'est mon anxiété personnelle peut-être, mais moi, j'ai toujours, ou ma formation d'historien, mais il y a toujours des ressacs parfois. Hein? Alors, c'est la même chose. Alors, je me demande, même si on touche aux questions de la diversité ou questions LGBTQ+, ou peu importe, tu sais, il y a des moments d'ouverture dans la société, il y a des beaux moments de prise de conscience de notre humanité commune et de combat commun. Tantôt, j'ai entendu madame qui a parlé de la crise climatique, entre autres, c'est quelque chose, je fais beaucoup d'éco-anxiété comme beaucoup de gens, je pense, et ça, c'est peut-être aussi une porte de sortie qu'on a, c'est-à-dire une cause commune qu'on peut avoir entre les Premières Nations et les Québécois, l'ensemble des Canadiens. Je pense qu'il y a quelque chose là, mais moi, j'ai toujours peur du ressac qui vient avec. Si on se rappelle les premiers livres de littérature autochtone, hein, d'ailleurs, chez Mémoire d'Encrier, vous avez réédité Capèche. C'est un livre fondamental qui, à l'époque, dans les années 70, il y a eu un ressac complet là, de la société québécoise face aux réalités autochtones. Les Québécois n'étaient pas prêts à entendre ça. Il y a eu une réédition il y a une dizaine d'années, je pense, puis là, des belles rééditions de l'œuvre à Capèche chez Mémoire d'Encrier, et tout d'un coup, les gens sont prêts à l'entendre. Par contre, il y a un discours réactionnaire très, très fort au Québec aussi. Il faut pas, tu sais, donc il y a ce combat-là. Je ne sais pas, mais je sens l'appui, je sens l'intérêt. Ça, c'est sûr, au niveau des littératures autochtones. Bon, souvent, c'est les mêmes auteurs qui vont ressortir du lot. Hein. Moi, c'est pour ça que Myriam, quand elle disait « essayez des auteurs que vous ne connaissez pas », ça vaut dans tous les domaines. Là. Oui, chez les Québécois, mais chez les gens de la diversité, chez les Premières Nations aussi. Là, essayez des nouveaux livres, des nouveaux auteurs. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez avoir perdu 1 heure de votre vie, avoir essayé quelque chose de nouveau. Mais je suis optimiste quand même, malgré que j'ai de la petite peur dans le fond de ma tête au niveau du mouvement réactionnaire. De façon générale, je suis optimiste. Je pense que les gens
Les Québécois sont des gens intelligents, tu sais. Je pense qu'à base, c'est des gens curieux. Et je crois surtout, et ça, je veux dire, ça fait quand même plus de 20 ans là, que je travaille dans la diffusion des arts autochtones, pas juste la littérature. Et une chose que je suis convaincu, c'est que le Québécois moyen partage des sensibilités avec les artistes des Premières Nations. Il y a quelque chose qui les rejoint dans les arts des Premières Nations. Je travaille encore en art visuel, tu sais, je travaillais en musique à l'époque et dans toutes sortes de domaines. Le problème, c'est que les Québécois, avant, ne le savaient pas, qui aimaient ça, et qu'il y a toujours une petite frange minoritaire qui ne veut pas le savoir. Avec eux, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais avec la grande majorité, je pense que c'est de créer des opportunités de rencontre. Tu sais. Puis on est là pour ça aussi. C'est ce qui revient effectivement aujourd'hui, l'idée de la rencontre puis d'ouvrir au possible. Je veux juste rajouter que les libraires, les bibliothécaires, les collègues lecteurs, lectrices évidemment et les librairies de niche aussi sont d'excellents endroits pour justement trouver ces livres un peu, je dirais pas bizarres, mais différents ou choquants dans la manière du choc de la transformation. Donc, n'hésitons pas à nous parler, hein, c'est ce qui revient le plus. On aurait le temps pour une autre question. Je ne sais pas s'il y avait des gens ici présents. Oui. Oui, bonjour Stéphane. Je suis aussi dans le domaine de l'édition. Un autre des thèmes que j'ai entendu aujourd'hui beaucoup, c'est celui du ralentissement. Est-ce qu'on ne devrait pas comme se demander, de prendre le temps de se demander si ce qu'on fait, on doit vraiment le faire et si rapidement? Puis, c'est un questionnement qui est valable pour l'édition, bien sûr, mais qui se pose un petit peu partout ailleurs, là, qu'on parle de ralentissement ou de décroissance. C'est sûr que nous, comme maison d'édition, tu sais, on a l'impression qu'on doit publier des livres beaucoup et rapidement parce qu'on reçoit des subventions pour ça. On a l'impression qu'on doit toujours publier des livres, puis aussi qu'on est redevable aux auteurs puis aux autrices, bien sûr, qui, eux, nous envoient des textes et qui veulent être publiés. Ma question s'adresse autant aux éditrices qu'aux auteurs-autrices. Est-ce que ça serait souhaitable que, comme milieu, on se donne un lieu de réflexion avec la prémisse qui serait comme veut-on ralentir, veut-on décroître, et si oui, comment, en s'assurant qu'on ne fragilise pas déjà financièrement un secteur où il n'y a pas même beaucoup de monde qui est très riche. Donc, des deux côtés, là, éditeur-auteur. Ouais. C'est une excellente question pour clore cette discussion. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Oui, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse en discuter ensemble parce que c'est certain qu'autant on peut avoir de la solidarité entre éditeurs et éditrices, autant il faut se rappeler qu'on est aussi en compétition. Et donc, ça doit être quelque chose auquel on réfléchit ensemble. Je veux dire quand même que le Conseil des arts du Canada a changé sa façon de subventionner les maisons d'édition et ce n'est plus au nombre de titres. Depuis quelques années déjà, je pense qu'on voit légèrement l'effet. J'espère qu'on va le voir plus. Parce qu'on est aussi invité à prendre plus le temps de faire les choses qu'on choisit de faire, y compris peut-être, et ça c'est peut-être l'aspect avec lequel je suis moins à l'aise, y compris pour plus diffuser, plus accompagner la vie publique, ce qui, encore une fois, de mon point de vue, n'est pas obligé d'être notre métier. C'est un métier en soi. Je salue les personnes qui le font, n'est-ce pas? Fait que oui, j'aimerais ça qu'on y pense ensemble. Puis je voudrais juste dire aussi, dans l'actualité, il y a la réforme de des lois sur le statut de l'artiste qui viennent encore d'être mises sur une tablette, alors qu'on a vraiment, vraiment besoin de les revoir et ça devrait faire partie du contexte dans lequel on revoit ce ralentissement parce que, juste pour résumer pour le public, là, ça concerne directement la façon dont les conditions de travail des écrivains, des écrivaines et des illustrateurs et illustratrices sont négociées avec les maisons d'édition. Et une telle réforme faite d'une façon, et ça demande encore beaucoup de discussions, mais une telle réforme pourrait assurer des meilleures conditions de travail à beaucoup de personnes dans le milieu. Et on va le dire aussi, là, les créateurs et créatrices sont les personnes qui font que les éditeurs, éditrices, diffuseurs, diffuseuses, etc. ont du travail, n'est-ce pas? Alors, mais Stéphane, plus personnellement, je serais ravie qu'on en discute. Non, pas moi. Non, non, oui, il faut discuter de décroissance. Il faut en discuter dans tous les domaines, il faut en discuter dans tous les espaces. Il y a des paradoxes avec lesquels on est pris. On manque de papier, donc on est obligé de commander des plus grosses quantités de nos livres parce qu'on ne pourra pas les réimprimer. T'sais, on se retrouve face à des moments comme ça, on est comme...
soit j'accepte que... En tout cas, bon, il y a ça. Un autre aspect aussi qui est peut-être à prendre en compte là-dedans, c'est la question des saisons. L'année passée, on a eu des parutions en juin. On a eu même des parutions en juillet. Maintenant, avec le 12 août, on a de plus en plus de parutions au mois d'août. Et moi, je trouve que ça vient un peu questionner cette espèce de paradigme de ta grosse rentrée, c'est septembre, tu sais, puis après ça, en mars, tu sais, juste avant le Salon de Québec, ça se passe. Et là, on a un goulot, et là, il y a plein de livres qui arrivent, qui se battent pour l'espace, qui se battent pour l'espace mental des gens. Peut-être que ça n'a pas rapport. Peut-être que c'est un artefact d'un autre mode de l'édition, d'un autre mode de publication. Puis peut-être que si on sortait déjà de ce moule-là donc, j'ai ma première parution en septembre, puis je l'étale jusqu'à novembre, puis après, c'est fini parce que j'ai pas de mise en place pour Noël. Il y aurait peut-être déjà un mouvement de décroissance comme naturel qui s'installerait juste par un rythme, un rapport différent au temps, à l'urgence d'être là au moment où ça se passe et d'avoir un certain nombre de titres, d'être présent quand il y a des gros moments, des grosses périodes. Donc, il y a ça, je pense, ça joue aussi, il n'en tient pas qu'aux éditeurs, mais aussi aux médias, parce qu'une des questions, c'est qu'on est redevable aux auteurs de leur offrir un espace dans lequel ils vont être publiés, mais aussi dans lequel on va pouvoir parler de leurs livres. Donc, si les émissions font relâche, si les médias imprimés font relâche, s'il y a personne pour les accueillir, leurs livres, on ne peut pas dire « Non, mais c'est pas grave, ça va être le fun pareil ». C'est ça. Donc, il faut que tout le monde... Encore une fois, il y a de la concertation qui est nécessaire, de la réflexion. Et en même temps, une des problématiques qu'on va avoir si on essaye de faire des tables rondes du milieu de l'édition là-dessus, c'est que les maisons d'édition ont des réalités toutes tellement différentes. Il y en a qui vont avoir un volume de publication et un nombre d'employés tellement important, ils ne pourront jamais entrer dans cette conversation-là avec nous. Ils existent dans un autre univers. C'est comme demander à Costco de parler avec ma fruiterie puis de dire, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les framboises? C'est pas le même rapport, tu sais, à la production, à la création. Donc, il y a une limite à l'espace qu'on va être capable de partager, je pense, là-dessus. Par contre, oui, des espaces de réflexion, puis des espaces peut-être qui sont plus dédiés à des éditeurs, à des maisons d'édition avec des réalités partagées, mais pas qu'à des maisons d'édition. Il faut parler avec des festivals, il faut parler avec des médias, il faut parler avec des lieux de diffusion qui vont... des bibliothèques. Hein, les librairies. Avec les bibliothèques, avec les librairies. Comment on ferait? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour tout le monde? Qu'est-ce qui peut être des propositions qui sont pertinentes, porteuses et fertiles dans la durée, dans la pérennité de l'utilisation? Pouvez-vous aussi continuer de tenir nos livres en librairie après 8 mois ou vous êtes vraiment obligé de les tasser pour faire rentrer des nouveautés? Parce que moi, je veux bien ralentir. Mais une des choses qui occupe beaucoup mon rythme de publication effréné, c'est faire des rééditions pour remettre des livres sur la map. Parce que le livre est sorti dans les années 80 et personne ne sait plus qu'il existe. Alors, on va y faire une nouvelle couverture qui va être plus au goût du jour. Et là, on va en mettre en librairie. Et dans 1 an, ils ne seront plus là. Il y a ça qu'on ne contrôle pas. Puis peut-être Costco va toujours nous écraser, je sais pas, mais on pourrait quand même essayer de s'en parler. Il y a beaucoup de choses au niveau de la diffusion qui sera à discuter. Là, je fais juste lancer ça pour une prochaine journée de discussion autour de ça, la diffusion. Puis même, tu parles de 8 mois, Roxane, mais 8 mois, c'est généreux. Là. Certains livres sont là 3 mois, 6 mois. On se dit souvent, « Wow, bravo, ton livre est encore en librairie 1 an après sa sortie, c'est extraordinaire. » Donc, puis là, je lance pas de pierre aux libraires, évidemment. C'est toute la chaîne, en fait, qui est à revoir. On aurait le temps pour un très, très bref dernier commentaire, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question de Stéphane? Ben, moi, je veux juste dire qu'on peut, bien sûr, on est ici parler du milieu du livre, mais en général, pour survivre, il faut décroître. Je veux dire, de toute façon, en tant qu'être humain, on ne peut plus soutenir ce rythme-là. On ne peut surtout plus soutenir l'accélération. Les ressources ne sont pas sans fin. Alors, déjà en partant, il faut le réaliser que notre système économique, notre mode de vie n'est pas périn, c'est impossible. Alors, c'est une question de survie. Est-ce qu'on attendra de se cogner à la tête contre un plexiglas avant de changer? Bien, si on n'a pas compris l'avertissement qu'on a eu l'année passée, les changements climatiques, les pandémies, ça ne sera plus... quand les virus commencent déjà à sortir dans certains lacs, dans certaines zones du pergélisol qui dégèlent, ça ne sera pas une fois ou 100 ans. Ça va être une fois ou 5 ans, peut-être, qu'on va avoir des pandémies comme ça. Donc, soyons donc intelligents.
en tant qu'être humain. Puis je pense que ça fait partie. Puis je m'excuse, le milieu du livre me tient évidemment à cœur, mais je pense que rendu là, c'est une question beaucoup plus large que ça. La seule chose qu'on va se retenir, c'est si jamais il y a une autre pandémie, au moins les gens continuent à lire, donc vous ne perdez pas votre job non plus d'ailleurs. Donc, c'est la seule. Sérieusement, ça ne me dérangerait pas tant que ça, tant que les gens lisent les livres qui existent déjà. Effectivement. Ça serait déjà beaucoup. Donc, une table ronde aussi pertinente qu'anxiogène. Je vous remercie tous les quatre. Iris, Louis-Carl, Roxane, Myriam, merci bien sûr au public, aux gens qui étaient avec nous aussi via Facebook ou qui nous écoutent en rediffusion plusieurs fois pour bien réfléchir à ces enjeux sur YouTube. Merci encore à toute l'équipe du festival qui est encore debout, littéralement debout. Donc, le festival tire à sa fin, mais il y a une excellente table ronde qui s'en vient dans quelques instants avec Olga Jamel, Yara aussi et Laurie. Donc, à 15h, on vous invite. Sinon, s'il y a d'autres choses que vous vouliez discuter, on va descendre ici là, de la scène et on redeviendra humain à votre hauteur très rapidement. Donc, merci à toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible et bonne fin de festival.